Bonjour et bienvenue à cette table ronde Arfort. Elle s'intéresse cette année à la formation des apprentis et apprentis. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore l'Arfort c'est l'association romande des professionnels de la formation. C'est au fond un lieu de réseau, de lieu de rencontre, de débat, de réflexion. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit cette table ronde Zoom. Et puis ce qu'on peut dire, c'est que l'Arfort s'intéresse de plus en plus et veut vraiment mettre le poids sur cette formation en entreprise, d'où cette table ronde. Vous pourrez poser des questions par le chat de Zoom et Manuela, qui est au bout de la table, va pouvoir modérer vos questions, mais vous pouvez aussi amener votre expérience, donc n'hésitez pas à nous écrire au fil du débat. Je rappelle que le débat va se dérouler de 12h à 13h30. Et puisque j'ai présenté Manuela pour les questions, je vais tout de suite présenter nos invités. À côté de Manuela, Thomas Rentsch, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la fondation Top Entreprise. Vous avez créé un label lié à la formation des apprentis et apprentis. Peut-être un mot sur la fondation. Et oui, cette fondation a comme objectif de soutenir les entreprises formatrices à travailler bien avec les jeunes de manière durable. Comme ça, on aimerait bien que les jeunes trouvent une bonne entrée dans la vie professionnelle et qu'on arrive à les fidéliser. C'est donc à première vue un label qui a un accent de soutien et au deuxième point, on veut rendre visible les entreprises qui font un effort au-dessus de la moyenne et comme ça que les jeunes qui sont motivés, qui trouvent une entreprise qui est aussi motivée à les accompagner comme il faut. Quand vous dites de soutien, ça veut dire qu'une entreprise qui aurait le label pourrait bénéficier peut-être de plus de visibilité pour les apprentis. En deux mots, parce que je vais présenter aussi les autres invités, bien sûr. Et oui, alors tout d'abord, on a un catalogue de cours pour les soutenir à acquérir vraiment une attractivité dans le marché de travail envers les jeunes. Et quand on est attractif, il faut montrer qu'on l'est, puisque malheureusement, on le lit souvent dans les journaux, il y a trop d'entreprises qui n'investissent pas assez dans la formation, où il y a des mauvaises histoires. Il y a 25% de rupture de contrat dans la Suisse entière. C'est trop. Alors, une maman, un papa et un jeune, ils cherchent le meilleur. Et s'il y a maintenant une visibilité avec le label des entreprises qui ont fait un effort extraordinaire pour être pas seulement attractif, mais vraiment compétent dans la manière d'accompagnement, ça c'est l'objectif. Ça peut rassurer. Oui. À côté de vous, Cynthia Schildknecht, vous êtes apprentie IMD, je vais le dire en entier, mais vous allez m'expliquer ce que c'est. Interactive Media Designer, peut-être en deux mots, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un métier qui touche à tout ce qui est visuel, donc design d'interface, tout ce qui est vidéo aussi, on fait aussi la photographie et tout ce qui est aussi site web. En fait, on fait la création de sites web, que ce soit via des plateformes comme Wix ou WordPress, mais aussi de la programmation pure. Ça veut dire aussi du graphisme, ça veut dire Ça touche aussi le du graphisme. dessin. Vous parliez de jeux vidéo, ça peut ressembler à des mangas. Enfin, c'est extrêmement large. Oui, c'est extrêmement large et puis en fait, chaque personne a un peu sa manière de faire, a un peu son style. Donc c'est quelque chose de cool aussi. Et puis comment expliquer C'est à vous de vous adapter aux clients. En fait. Voilà, exactement, c'est ça. D'accord. C'est le client, il vient vers nous, il nous explique un peu ce qu'il veut, puis ça nous adapter, trouver un peu son style à lui aussi, puis essayer de comprendre ce qu'il a envie. Ouais. Gardez bien le micro tout près. Oui. Peut-être, je vais ajouter que actuellement, vous faites une partie de votre stage chez Gestiform. Absolument. Ça me permet de remercier toute l'équipe de Gestiform qui est là pour faire ce Zoom, pour assurer que cette table ronde arrive jusque chez vous. Et donc, vous avez participé à la mise en place, donc merci aussi à vous. À côté de vous, Laurent Béglin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes fondateur et patron de LB Paysage. Vous êtes aussi responsable du site de formation Cours Interentreprise. Plus précisément, qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors, les CIE, cours interentreprises, c'est des cours qui sont donnés dans le cadre du cursus d'apprentissage des apprentis paysagistes. Donc, c'est des cours pratiques. C'est généralement des cours blocs qui durent 4 jours, parce qu'ils ont toujours un jour de cours théorique dans la semaine.
Donc c'est sur 4 jours, on leur montre différents travaux qu'on fait dans les jardins. En première année, c'est plus des travaux qui sont axés sur les entretiens des espaces verts. Et à partir de la deuxième année, on a la maçonnerie paysagère, que ce soit avec du préfabriqué ou de la pierre naturelle. Et on leur montre des bons réflexes à avoir, des bonnes manières de travailler. Et on les suit, on les note aussi dans le courant de ces cours. Pour bien comprendre, donc les apprentis paysagistes vont avoir les cours théoriques, Oui. leur lieu d'apprentissage et ces cours pratiques fournis par votre site de formation CIE. Oui, alors le site est relié directement à Jardin Suisse Vaud, donc ça fait partie intégrante de leur formation. Donc là, effectivement, ils ont la partie théorique à l'école de Marcelin, et puis la partie pratique en entreprise et au CIE qui se situe à l'école Pestalozzi à Échichan. Ah oui, très bien. Et à côté de vous, je finis le tour de table, Lionel Arletta, vous êtes directeur de l'école de la construction. Alors, tout d'abord, merci parce que c'est vous qui nous accueillez. Et on trouvait intéressant de faire ce débat dans un lieu central finalement pour l'apprentissage. Sur votre site, on peut lire que cette école de la construction, c'est un centre de compétences qui réunit tous les métiers de la construction du canton de Vaud. Tous les métiers, ça veut dire quoi? Beaucoup? Vous avez un chiffre? Alors, tout d'abord, bienvenue. Merci d'être venu jusque chez nous. Alors, effectivement, sur le site, nous formons 26 métiers différents sur une école qui avoisine les 24 000 mètres carrés avec chaque année à peu près 1500 jeunes qui viennent se former au cours interentreprises, mais pas que, puisque nous accueillons au total environ 5000 personnes par année en formation à l'école, puisque nous offrons également les formations supérieures dans tous les métiers du bâtiment et de la construction. Donc ça va de la maçonnerie à l'électricité en passant par la plomberie? Alors sur le site, effectivement, on a des électriciens, on a tout ce qui est les métiers du bois, on a les métiers de la ferblanterie, enfin on est plein d'associations professionnelles qui donnent ces cours interentreprises. La maçonnerie, elle, est actuellement dans notre nouvelle école à Échallens. Nous avons fait une école dédiée aux grosses œuvres à Échallens et les maçons se forment là-bas. Très bien. Et bien maintenant qu'on sait avec qui nous allons parler, je vous propose de vous dire un petit peu les thèmes qu'on va aborder. Tout d'abord, on va parler de l'accompagnement des apprentis. Ensuite, on va parler de la pénurie, parce qu'on parle beaucoup de pénurie dans une bonne partie des métiers, notamment manuels, j'imagine. On va voir si c'est toujours vrai. Et puis, on finira par essayer de dresser l'avenir, voir ce qu'on peut faire pour que l'avenir de l'apprentissage soit le meilleur possible. Peut-être une question à vous quatre. Le thème, c'était l'apprentissage, parcours initiatique. Parce que j'avais l'impression que l'apprentissage, c'est non seulement là où on apprend le métier qu'on a choisi, mais c'est aussi là où on apprend le monde du travail. Vous êtes d'accord avec ça? Peut-être vous, Lionel Arletta, pour commencer? Alors effectivement, pour moi, c'est un parcours initiatique, surtout dans les métiers de la construction. Pourquoi? Parce qu'on a un héritage de ces corporations qui formaient leurs jeunes à l'époque. L'apprenti suivait un long chemin de formation avec l'aide du maître artisan, en passant d'abord par compagnon pour devenir maître dans son métier. Donc effectivement, ce parcours initiatique résonne en moi parce qu'il fallait plusieurs années de perfectionnement pour arriver au titre de maître. Mais on en est encore là? On peut encore, parce qu'on n'a plus tout à fait ce même chemin? On a quand même ce même chemin parce que les jeunes sont accompagnés tout au long de leur formation par leur formateur en entreprise, leur formateur à la pratique professionnelle, et on pourrait faire une corrélation avec ce qu'était le maître à l'époque. Et puis, pour moi, eh bien, effectivement, ça forge autant l'identité professionnelle que personnelle d'un jeune, ces parcours initiatiques, et c'est exactement dans ce qu'est l'apprentissage. Cynthia, si je vous demande, comment s'est passé votre parcours à vous? C'est-à-dire, vous avez commencé un apprentissage. Est-ce que ça a été difficile de vous mettre dans le monde du travail? Non seulement dans ce travail, mais dans le fait des horaires, de tout ce qui fait finalement le monde du travail? Alors en soi, de se mettre dans ce travail-là, non, parce que c'est moi qui l'ai choisi, donc c'était un peu une passion. Et après, au niveau des horaires, c'est des horaires un peu de bureau en soi. Donc ça va, c'est... Mais qui ne ressemblent pas forcément à l'école avant ou... Pardon? Ça ne ressemble pas forcément aux horaires d'école? Non, c'est sûr. On n'a pas les récrés? Non, c'est sûr. C'est sûr, c'est pas pareil, c'est un peu plus strict. Mais on s'y fait vite, en vrai. On s'y fait. Oui, on s'y fait. Thomas Rensch, vous qui avez créé ce label, quand vous formez des formateurs en entreprise, sur quoi vous appuyez pour que
justement on aide l'apprenti à rentrer dans ce diable de monde de l'apprentissage et du travail? Alors, ce qui est important au début, que les formateurs comprennent la situation de l'apprenti. C'est un enfant qui vient de sortir d'une école et qui n'a quasiment aucune obligation et aucune responsabilité en ce qu'il faisait jusqu'alors. Et maintenant, il entre dans un monde de travail où il faut tout d'abord aussi créer une relation au travail en soi, que c'est pas quelque chose de négatif, que l'effort peut être une source de fierté, de satisfaction. Déjà tout ça, c'est un travail initial à faire. Ensuite, aussi la relation au métier, par exemple. Oui, ils ont choisi un métier, mais ils n'ont pas encore d'expérience avec ce métier. Comment est-ce qu'on peut être fier sans avoir eu des moments de réussite dans le métier? Alors, donc, c'est important que les formateurs, quand ils comprennent la situation de l'élève qui est au début d'un grand parcours, qu'on les confronte avec leur situation et qu'on les soutient. On dit, nous, ensemble, on est une équipe et on va faire ce parcours et je t'écoute, où est-ce que tu es, je suis toujours à l'écoute, j'aimerais bien savoir où sont tes défis et je t'accompagne. Ça ne veut pas toujours dire que je suis toujours celui qui soutient. Des fois, je vais aussi exiger parce que finalement, tu veux devenir autonome, tu veux devenir responsable de toi, tu veux maîtriser ta vie en quelque sorte. C'est une école de vie aussi. Et là, il y a des moments agréables et des fois, il y a des moments un peu durs parce qu'il faut être persévérant dans le parcours et toujours rester sur le bon chemin. Laurent Béglin, vous avez des apprentis régulièrement. Enfin, je ne sais pas si je dois les donner au pluriel. Vous avez un apprenti régulièrement? Alors effectivement, j'ai un apprenti, j'ai une toute petite structure, donc j'ai pas envie de cumuler les personnes, les apprenants. Donc j'ai envie de pouvoir me consacrer à une personne, le former ou la former du début à la fin de son apprentissage qui théoriquement dure 3 ans. Et après la réussite de l'apprenti, généralement avec mon employé, parce qu'on n'est que 2 dans l'entreprise, donc avec mon employé, on se prend entre guillemets une année sabbatique qui nous permet de prendre des stagiaires, de trouver le futur apprenti pour l'année suivante. Donc il y a une année où on n'aura personne en formation dans l'entreprise, mais on aura plein de stagiaires qui vont venir 1 semaine ou 2 semaines ou plusieurs fois même, si on a besoin de confirmer les capacités de cet apprenti, de ce futur apprenti. Ça veut dire que ça fait partie de votre ADN, la formation, parce que de prendre des stagiaires, c'est pas forcément facile. C'est des gens qui viennent tester un métier, mais dont ils ne savent finalement rien. Alors, l'ADN, j'en sais rien, en fait. Mais vous aimez ça, je vais vous dire ça comme ça. Oui, disons que j'ai commencé à donner des cours pratiques il y a un peu plus de 15 ans de ça. C'était en remplacement de mon patron de l'époque. Et j'y suis resté, au fait, parce que je m'y suis trouvé à ma place, et d'avoir ce contact avec les apprentis, de pouvoir les aider aussi à se former correctement, aussi à écouter ce que leurs patrons, ce que leurs formateurs ont à leur dire. Et ça, au cours pratique, c'est sans arrêt, on leur répète que ils ont fait un choix. Et puis qu'il faut assumer ce choix, puis ce choix, il y a certaines contraintes, et puis ces contraintes, c'est d'obéir, c'est d'écouter ce qu'on a à leur apprendre, aussi au cours pratique ou à l'école, c'est dans tous les domaines de l'apprentissage, que ce soit en entreprise ou... Dans votre métier, c'est aussi travailler par tous les temps, c'est... aller à la dure un peu. Oui. Alors effectivement, là, on doit s'équiper aussi. Donc, on montre aux apprentis aussi dans les cours pratiques, en participant avec eux aux travaux qu'ils ont à faire, que même un patron, il met les habits de pluie quand il fait pas beau. Et puis voilà, peut-être pas tous les patrons. En tout cas, pour une petite entreprise comme la mienne, j'ai pas le choix. Donc voilà, et ça montre aussi l'apprentissage, c'est aussi une école pour eux dans le sens où dans le cadre de mon métier de paysagiste, on a un contact avec les clients. Donc, ils doivent avoir une certaine allure. Ils ne peuvent pas venir complètement débrailler avec le training à la mi-hauteur des fesses. Voilà, il y a peut-être des comportements vestimentaires qu'ils avaient à l'école qu'ils doivent laisser de côté parce qu'ils entrent dans la vie d'adulte, dans la vie du travail, dans le monde du travail, où on doit quand même avoir une certaine allure. Je ne veux pas dire qu'on est en costard-cravate dans les jardins, mais quand même qu'on présente un peu, quoi. C'est finalement exactement ce qu'on disait, c'est-à-dire apprendre un métier, c'est vraiment apprendre
le monde du travail, Totalement. voire la vie. Mais enfin, la vie, on l'a déjà quand même pas mal apprise les 15 premières années. On va rien. pas dire. Lionel Arletta, est-ce qu'il y a des différences? Vous côtoyez différentes entreprises. C'est très différent d'être une petite entreprise et formatrice qu'une très grande entreprise qui pourrait avoir une quinzaine d'apprentis ou plus. Vous avez l'impression que l'accompagnement est différent? Alors effectivement, je pense que l'accompagnement est peut-être différent dans les faits, dans une petite structure telle qu'elle a été présentée. L'apprenti est en permanence en contact avec son formateur, en contact avec un ou deux employés et apprend vraiment des gestes techniques par rapport aux gens qui l'entourent. Dans une grande structure, eh bien effectivement, c'est des fois très organisé, très hiérarchisé, avec un responsable de la formation, avec des formateurs, des enseignants, et puis la manière de faire acquérir les compétences est très structurée, en passant peut-être par des moments, des stages de 6 mois dans un domaine, après un stage de 3 mois dans un autre domaine, et puis il y a peut-être moins ce lien qui se crée avec le patron directement qui est le formateur. Mais la finalité, que ce soit d'une manière ou d'une autre, la finalité est la même, hein, c'est-à-dire qu'on doit faire acquérir des compétences à ces jeunes pour qu'ils puissent devenir certifiés dans leur métier. Mais c'est simplement un parcours. Certains jeunes se sentiront beaucoup plus à l'aise dans une grande structure où on est bien encadré par différentes personnes. D'autres préféreront être dans ce contact direct du patron et puis d'apprendre avec lui à ses côtés. Mais toujours pour la même finalité. On a beaucoup entendu il y a des années, quand je dis ça, j'ai l'impression d'être un dinosaure, mais que l'apprenti dans un bureau devait faire le café, arroser les plantes. Est-ce qu'on a changé? Est-ce que vous avez beaucoup dit il faut leur apprendre à être autonome, apprendre la vie, mais est-ce qu'on les respecte plus? Est-ce que on les amène sur le métier sans forcément les bisuter en leur faisant faire des tâches subalternes? Est-ce que ça a changé ça? Après, on demandera à Cynthia comment c'est dans son entreprise. Mais peut-être vous, Thomas Rentsch, est-ce que vous avez l'impression de former les formateurs différemment d'il y a 30, 35 ans? Oui, mais bien sûr, hein. À l'époque, on était une autorité, c'est-à-dire on disait comment il fallait faire et le jeune, il obéissait, point final. Si ça lui plaisait ou pas, même si on avait raison ou tort, il le faisait. Entre-temps, ça va plus. Autorité, c'est autre chose. Ça veut dire être crédible, être modèle et être ensemble en route avec un win-win pour la formation et pour l'avenir de l'entreprise et le jeune, pour son avenir, pour son parcours, compétences de vie qu'il apprend au boulot, au travail, mais qu'il peut appliquer et dont il peut profiter dans la vie entière. Alors ça, c'est complètement différent à mon avis et on est maintenant dans une phase transitoire. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont compris, si on veut encore trouver des jeunes, il faut vraiment être un modèle en ce qui concerne la formation moderne et attractive, car les jeunes, ils ont la possibilité de faire les stages, comme on a dit avant, de faire leurs observations et de décider eux-mêmes où ils vont faire l'apprentissage. C'est eux qui tiennent le manche maintenant de l'apprentissage. C'est ça. Avant de continuer, j'aimerais juste rappeler aux personnes qui sont avec nous en ligne que vous pouvez poser des questions, vous pouvez aussi nous amener vos expériences, donc n'hésitez pas. Manuela nous interrompra en fonction de ce que vous nous dites. Manuela, vous voulez déjà J'étais en train de leur écrire justement, n'hésitez pas à poser des questions, on est là pour vous répondre et je les relayerai à qui vous posez la question. On est en phase, Manuela. On est complètement en phase, j'étais en train de l'écrire. Avant d'aller vers Cynthia, j'aimerais, tout à l'heure vous avez dit on leur enseigne, quand on parle de formation d'adultes, on dit qu'on va aussi chercher le savoir chez les jeunes. Comment vous allez, peut-être vous, Laurent Béguin, qui avez un apprenti à la fois, donc vous avez le temps de bien le connaître, comment vous allez chercher son savoir quand il arrive, qui n'est peut-être pas un savoir de manier le râteau, comme vous disiez tout à l'heure, mais son savoir de la vie, peut-être de son amour des petites plantes, que sais-je? Alors, c'est lors des stages. Lors des stages, quand on met en place, déjà un apprenti ou un futur apprenti va contacter différents entrepreneurs pour essayer de programmer des stages. Alors, d'abord des stages de découverte pour voir si le métier pourrait potentiellement leur plaire. Une semaine, un jour? C'est une semaine généralement.
Et alors certains, ils font ça pendant leurs vacances scolaires, et puis d'autres, c'est pendant les classes. Il y a des moments qui sont laissés aux écoliers pour pouvoir faire des stages. Les écoles prévoient justement des semaines mais aussi les journées, j'ose un métier, les journées de découverte. J'ai aussi eu des jeunes qui sont venus juste une journée où les parents que je connaissais m'ont demandé s'ils pouvaient venir parce que eux, leur travail ne leur permettait pas de prendre leurs enfants avec eux. Donc voilà, ça c'est déjà une première piste pour essayer de voir si l'enfant ou le jeune est intéressé par ce métier. Puis après, après un stage, s'il y a quelque chose qui s'est passé, généralement, s'il y a une bonne entente aussi entre le stagiaire et l'entreprise, je dirais globalement, il va peut-être revenir à la charge en disant j'aimerais bien faire un deuxième stage, peut-être en période hivernale, histoire de voir aussi ce que c'est le métier paysagiste en hiver. Pas la même chose qu'en plein été. Hein. donc là, non seulement le climat, mais aussi le travail n'est pas le même, sûr. Parce qu'on ne fait pas les mêmes travaux en hiver qu'en été. Absolument. En l'occurrence. Ouais. Donc là, c'est au fil de ces stages où on peut voir, on discute, on échange, on discute aussi des passions qu'il peut avoir dans la vie, sportives ou autres. Et puis, il y a des feelings ou des fois pas du tout. Et après, ça débouche sur une demande d'apprentissage ou pas. Ça dépend des personnes et justement des échanges qu'on a pu avoir. Alors tout à l'heure, on va parler de comment les entreprises choisissent leurs apprentis et comment les apprentis choisissent leurs entreprises ou leur métier. Cynthia Schildknecht, par rapport à ce qu'on disait sur comment est-ce qu'on est traité comme apprenti quand on arrive dans une entreprise, est-ce que vous avez eu l'impression d'être un peu mise à l'épreuve au début? On vous demandait un peu des boulots subalternes ou bien au contraire, on vous a tout de suite accueilli dans votre métier? Alors, on m'a tout de suite accueilli dans mon métier. Donc, j'ai fait des choses en lien avec mon métier. Vous n'avez pas fait le café pour toute la bande? Non, jamais, jamais. Mais c'est vrai qu'au début, le maître d'apprentissage, il teste un peu, voir nos compétences, un peu notre patte artistique, on va dire, pour justement savoir un peu comment nous aider mieux par la suite, en fait. C'est-à-dire pour vous amener là où vous avez des compétences ou bien pour vous amener des compétences que vous n'avez pas encore? Pour nous amener là où on a des compétences et pour nous aider justement là où il nous manque des lacunes, les consolider en fait. Tout à l'heure, Laurent Béglin disait qu'on va chercher aussi les passions de l'apprenti, ses loisirs. Est-ce que vous, on a été chercher quelles étaient votre passions et est-ce qu'on les a utilisées? Quand je suis arrivé, parce que là j'ai commencé mon apprentissage à Firo et là je suis depuis 1 an à Gestiform, mon stage. Et quand je suis arrivé à Gestiform, mon maître d'apprentissage Jésus a tout de suite vu que j'aimais les jeux vidéo, donc j'ai même pas eu besoin d'en parler. Donc il a tout de suite compris. Et on discute souvent de ça et puis d'autres choses en fait. Donc alors, on peut peut-être parler justement de ce changement d'entreprise parce que, oui, juste après je donne la parole à la question. C'est pas un changement d'entreprise parce que vous avez quitté votre entreprise. Non. C'est au contraire une intelligence de 2 entreprises qu'on dit, OK, chez moi, elle fait ça, ça, ça. Mais si je l'amène chez vous, elle pourra faire d'autres choses. C'est bien exactement. Comme ça que ça s'est passé. Ça. Donc c'est une ouverture incroyable de vous permettre d'ouvrir. Je crois savoir que vous aimez les drones. Est-ce que ça, quand je dis vous aimez, je pense que c'est une passion un peu dingue. Est-ce qu'elle est utilisée? Oui, je l'ai déjà plusieurs fois utilisée à Gestiform. Donc on a pu faire des plans en drone pour certaines conférences qu'on a déjà faites. Donc, mettre des plans de coupe. Donc là, il y a une vraie utilisation de vos compétences. Absolument. Je donne la parole à Manuela parce qu'il y a des questions. Il y a une question. Beaucoup d'entre vous ont parlé de parcours de vie, de parcours initiatique. C'est le thème de ce débat. D'apprentissage de savoir-être et de savoir-faire. On a l'impression que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. La question, c'est celle-ci. Comment on explique que de plus en plus d'apprentis arrêtent l'apprentissage au bout de quelques mois ou une année, alors que c'était plus rare il y a 15 ans? Alors, je ne sais pas d'où vient ce 15 ans, mais en tout cas, c'était plus rare avant. Comment vous l'expliquez? Qui veut répondre à ça? Laurent Béglin. J'ai peut-être une petite piste par rapport à ça, dans le sens où rares sont les adolescents qui quittent l'école en sachant exactement ce qu'ils veulent faire. Et avant, je parle d'avant, peut-être de l'époque de mes parents, ou peut-être encore la mienne, parce que moi, ça fait plus de 30 ans que j'ai fini mon apprentissage. On se lançait dans un métier, puis on faisait ce métier pour notre vie, quoi. Et maintenant, il y a beaucoup plus de changements professionnels qui s'opèrent en cours d'une vie. Et je pense que certains jeunes ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire concrètement en sortie d'école.
Peut-être qu'ils s'écoutent plus aussi, c'est-à-dire que peut-être vous êtes resté 30 ans, je parle de vous, mais ça peut être n'importe qui, resté 30 ans dans un métier qui n'était pas tout à fait le vôtre. Un jeune peut-être va écouter un peu mieux ses envies et oser quitter, refaire un apprentissage. Alors, je pense qu'il y a les deux. Il y a déjà, d'une part, le jeune se pose peut-être un peu plus de questions qu'on s'en posait à l'époque. Après, il y a aussi une part d'incertitude où certains jeunes, ils attendent peut-être que ça leur tombe un petit peu dessus. Et puis, voilà, ils se lancent peut-être dans une formation parce qu'un copain le fait ou parce que quelqu'un a dit, voilà, fais ça, ça t'occupera le temps que tu trouves vraiment ta voie. Et puis, voilà, il y a des personnes qui vont faire une scolarité prolongée parce qu'ils n'ont pas réussi à faire un choix. C'est pas un mal en soi, hein. Ça permet peut-être de réfléchir un petit peu plus longuement sur ce qu'on veut faire pour l'instant et de prendre une décision peut-être une année plus tard. Thomas Rentsch, vous formez des formateurs. J'aimerais bien prolonger cette question. C'est-à-dire que là, il y a une explication du côté des jeunes qui peut-être sont plus indécis ou qui osent être indécis et choisir plus tard ou changer. Qu'en est-il de la formation et des formateurs? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire du côté des formateurs pour garder ces apprentis? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur là, de ce côté-là? Il y a les deux qui doivent contribuer, c'est clair. Aujourd'hui, la tendance dans notre société est de commencer quelque chose, de regarder si ça fait plaisir, et si ça fait pas plaisir, on arrête. Un jeune, un enfant, il apprend peut-être 3 ou 4 instruments de musique. À l'époque, c'était tellement cher. Papa a dit, je te paye un violon, mais après, tu vas le faire jusqu'à la fin. Aujourd'hui, après une demi-année, ça fait plus plaisir. Alors, on lui donne l'opportunité, l'occasion de faire autre chose. Alors, c'est déjà dans l'éducation, on est un peu différent et il faut accepter ça d'un côté. De l'autre côté, et ça, c'est le travail du formateur en entreprise. Lui, il doit rendre tellement attractif la formation et la relation dont j'ai parlé avant au travail. Il doit donner une occasion aux jeunes de vite avoir des sensations de plaisir, de plaisir et aussi de réussite. Parce que à l'école, moi aussi j'ai enseigné pendant 20 ans à une école, malheureusement il y a des jeunes qui doivent par exemple, faire des cours d'allemand parce que c'est obligatoire, sans avoir du talent, on doit leur donner des mauvaises notes. Alors, maintenant, ils ont choisi un métier pour faire quelque chose où ils peuvent vraiment avoir des expériences, des réussites pour aussi créer une identité et une confiance en soi. Et ça, c'est tellement nécessaire. Hein. Si au début, on leur dit « mais tu es encore nul, tu ne sais encore rien, tu dois apprendre », déjà à obéir, il faut encore faire de l'éducation avec toi, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, il ne faut pas commencer comme ça. Il faut dire, nous, on t'a sélectionné. Et ça, maintenant, on fait un parcours ensemble et on est positif et on va regarder où tu en es et on accepte. Mais on prend, ça c'est le départ, et on accepte aussi que le monde de travail et que ton école de vie est ce que tu veux aussi pour toi-même, être autonome, indépendant de tes parents, mener une vie autonome. Là, tu veux aussi apprendre quelque chose. Alors, des fois, on va être sévère et strict pour finalement aller au bout en ce qui concerne cette école de vie. Et on est toujours une équipe. Je suis toujours à l'écoute et je suis toujours là pour toi, mais aussi pour un objectif qui sert à toi, parcours personnel, mais aussi au monde de travail, parce que le monde de travail, il a besoin de jeunes personnes qui sont motivées. La relève, elle est importante, sinon nous tous, on peut fermer boutique, mais on peut aussi oublier notre standard de vie, aussi vous les jeunes. Bon, il y a le monde du travail en général, mais il y a aussi l'entreprise qui a besoin de rendement, j'imagine. Oui, bien sûr. Alors, il y a des entreprises, avant on disait, est-ce que les entreprises vont dans la nouvelle direction, oui ou non? Il y a des entreprises qui ont compris que finalement, la relève, c'est l'avenir, et ils investissent. Il y a d'autres qui disent, aujourd'hui, l'économie est dure, j'ai besoin de quelqu'un qui travaille pour un peu moins de sous, alors c'est l'apprenti. Ça existe encore, malheureusement. Il y a une question du côté de notre public, de l'autre côté de l'écran. Oui, vous évoquez la relation individuelle, particulière entre le formateur et le formé, la relation entre l'apprenti et son entreprise. Dans la question, la personne évoque
dans plusieurs professions le système de réseau d'entreprise, au fond, pour qu'un apprenti puisse, pour vous par exemple, aller voir chez un autre paysagiste, ou le système de réseau d'entreprise, c'est aussi une solution pour garder la motivation de l'apprenti. Lionel Arletta, peut-être vous qui chapeautez 25 métiers. C'est l'idée des compagnons en France, hein, vous l'avez évoqué Alors, au début de votre intervention. Alors le réseau d'entreprise devient quelque chose qui, selon moi, fait de plus en plus sens, parce qu'on a quand même passablement d'entreprises qui se spécialisent dans certains domaines, hein. Et le fait est qu'une entreprise spécialisée ne pourra pas proposer l'entier du plan de formation à la jeunesse qui rentre dans cet apprentissage. Et puis, le fait de créer des réseaux d'entreprises va permettre justement à ces jeunes de passer d'une entreprise à l'autre pour aller acquérir des compétences que l'entreprise principale ne peut pas mettre en avant. Là, on débute là au mois de septembre un réseau d'entreprises avec des apprentis menuisiers, où 3 entreprises ont été d'accord de se mettre ensemble et de permettre à des apprentis de se former en leur sein en passant par des stages dans chaque entreprise pour acquérir les compétences du plan de formation. Et pour moi, c'est vraiment l'avenir de la formation peut aussi passer par là, parce que certaines entreprises ne pourront plus garantir l'entier du plan de formation. Peut-être ce qu'on peut préciser, pour prendre l'exemple du menuisier, c'est intéressant, c'est que peut-être chez un menuisier, l'apprenti ne va faire que des cuisines, chez l'autre, il va faire de la charpente, chez le troisième, il va pouvoir faire des terrasses. C'est dans ce sens-là que le réseau est utile. Effectivement, le réseau est utile parce que certaines entreprises ont du matériel à disposition que d'autres n'ont pas, ont des travaux à effectuer que d'autres n'ont pas. Certains sont spécialisés plus dans la pose, d'autres dans l'élaboration de meubles. Et du coup, en passant dans ces différentes entreprises, eh bien, on va pouvoir acquérir toutes les compétences que l'association professionnelle a demandées pour obtenir une certification. Cynthia, puisque c'est votre cas, justement, j'aimerais bien comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire, vous êtes engagé par une entreprise qui vous envoie dans une autre pour justement élargir vos compétences. Votre maître de stage de l'entreprise ne reste plus votre maître de stage. Vous en avez un nouveau dans la deuxième. Et qui est votre patron? Alors, là, actuellement, mon maître d'apprentissage, c'est celui qui est encore dans mon entreprise, qui est à Firo. Donc, je suis toujours affilié à Firo. Et je suis en stage, donc mon maître de stage, c'est Josué. Donc, c'est 2 choses différentes. D'accord. Donc, vous êtes toujours apprenti là-bas, mais dans le cadre de votre apprentissage, vous faites un stage. Exactement. D'accord. Donc, votre patron, c'est votre première entreprise. Oui, absolument. Très bien. C'est comme ça que ça se passe de manière générale, où on peut... Alors, en règle générale, c'est effectivement comme ça que se passe un réseau. Il y a une entreprise qui peut détenir le contrat de l'apprenti, et puis il y a des conventions avec les autres entreprises pour aller effectuer ces stages. Mais ça peut aussi être, par exemple, je prends l'exemple des menuisiers. Eh bien là, ce sera l'école de la construction qui sera l'employeur. Ce sera un contrat avec l'école de la construction, et ces jeunes partiront dans des entreprises qui ont émis la volonté de recevoir ces apprentis pour les former. Très bien. Ça soulage aussi les entreprises. Pour une petite entreprise, ce serait idéal. Alors, le point de soulagement, c'est effectivement toute la partie où on va les accompagner pour le recrutement, on va les accompagner dans tout ce qui est des RH, de salariales. Enfin, on va amener toutes les compétences de l'école auprès de ces entreprises par rapport au suivi de l'apprenti. Et les entreprises, elles, auront vraiment ce rôle de former à une tâche en mettant de côté un peu tout l'administratif qui est en lien avec l'apprentissage. On est déjà en train d'évoquer un peu des pistes pour l'avenir, hein, donc on vole un peu d'un chapitre à l'autre. Mais si je reviens un petit peu en arrière, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on choisit un apprenti. Vous avez évoqué les stages, mais qu'est-ce qui se passe? Vous leur faites faire des tests, le stage suffit, c'est une question de feeling. Vous êtes une toute petite entreprise, donc il faut déjà s'entendre, j'imagine, mais comment ça se passe? Alors, effectivement, l'entente, elle est importante. Le ressenti quand la personne vient en stage dans l'entreprise, voilà, si la personne se montre curieuse ou pas du tout, intéressée, ne serait-ce que par les travaux qu'on fait, la raison pour laquelle on fait tel ou tel travaux, un stagiaire qui voudrait se présenter pour faire un apprentissage doit quand même montrer un certain intérêt pour le métier, en tout cas de la curiosité. Après, il y a aussi le côté... Gardez bien votre micro près de la bouche. Pardon. Ouais, il y a le côté volonté
de la personne. On se dit, ben voilà, moi je veux bien refaire un deuxième stage, peut-être même un troisième stage, pour m'assurer que ce soit la bonne entreprise, le bon métier. Donc là, on voit tout de suite un intérêt assez important de la personne, du futur apprenti. Donc là, ça peut être des critères de choix. Et il y a aussi, dans le cadre de la formation de paysagiste, Jardin Suisse Vaud a un test qui met à disposition des futurs apprentis et que un patron peut imposer de passer ce test. Donc ça se passe au centre patronal Paudet. C'est gratuit et il y a des tests mathématiques, d'orthographe, ça touche un petit peu à différents domaines, pas que le paysagisme. Et puis, suivant le résultat du test, voilà, on peut être plus ou moins intéressé de prendre ce jeune parce qu'il a eu un bon résultat ou des résultats qui vont dans une direction que l'entreprise favorise. Et puis voilà, donc ça, il y a des choses qui sont mises en place. Vous faites appel à ça ou vous faites confiance à votre feeling? Moi, je fais plutôt confiance à mon feeling ou des bons échanges et contacts avec la personne. Alors des fois, on peut un petit peu retomber de haut. On se dit, voilà, au stage, ça s'est super bien passé. Puis après, en apprentissage, on voit que ça se passe un peu moins bien. On doit plus titiller pour stimuler l'apprenant. Mais globalement, j'ai pas eu vraiment de mauvaises surprises. Lionel Arletta, vous vouliez ajouter quelque chose? Après, je vous donne la parole, Thomas Rensch. Oui, volontiers. L'idée pour moi, c'est que 50 entreprises qui recrutent, 50 manières de faire différentes. À un moment donné, les entreprises, certaines personnes vont travailler au feeling en disant ce jeune, j'ai pas trop envie de regarder son carnet scolaire, j'ai pas envie de savoir trop ce qu'il a fait avant, mais il a démontré qu'il était là. Alors les valeurs que j'ai sont représentées par ce jeune, donc que je vais l'engager. Et puis il peut y avoir des grosses structures qui effectivement passent par des tests, par des analyses, par des entretiens, par des stages de sélection, enfin des structures qui sont très organisé. Et effectivement, on remarque que chaque apprenti a été recruté de manière différente et c'est des fois une petite chose qui a fait qu'on accède au contrat. C'est pas systématiquement un carnet scolaire qui va faire qu'on obtienne un contrat ou pas. Et puis on voit même des entreprises, et je leur tire mon chapeau, qui sont plus souvent dans le style je vais lui donner une chance. Il n'a pas eu de chance jusqu'à aujourd'hui, je vais lui donner une chance tout en sachant que peut-être ça va être un peu plus difficile dans l'encadrement par la suite. Thomas Rensch, la question que je me posais, c'est quand on engage un apprenti, on engage un futur, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas encore pu faire la preuve de tout son savoir, contrairement à un senior qu'on engagerait sur la base d'un CV long comme le bras. Ce qui ne veut pas dire que c'est mieux, mais comment est-ce que ça se passe, ce feeling? Alors, on a parlé de stage et des 50 manières différentes de 50 entreprises. Là, je suis 100% d'accord, mais il y a des stages et des instances qui concernent la qualité et aussi la récolte à la fin. Je dirais, toi, tu as parlé de drones, hein? Ta passion pour les drones. Si toi, tu avais été chez moi dans un stage et si j'avais vu que tu es passionné de quelque chose et que là, tu peux te mettre dedans 100% ou 120%, ça aurait été déjà un super argument de te prendre. C'est du talent dans la volonté. La volonté, la tête, c'est la moitié. Hein, la motivation. La motivation pour être motivable, je ne sais pas si on dit ça en français, oui. Mais être motivable pour quelque chose, trouver sa passion, être engagé pour quelque chose, je pense, même si ça n'a rien à faire avec le métier, on voit que cette personne, si elle prend feu, ça va fonctionner. Alors qu'elle n'a pas encore pris feu au début, c'est normal. Alors, il faut voir le talent. Le stage, c'est pas voir les compétences. Avant tout, à mon avis, c'est plutôt voir le talent et le potentiel, les perspectives. Déjà tout ça. Un stage, il doit être actif, c'est-à-dire il y a des entreprises où le stage se passe surtout en observant ce que les autres font. Mais c'est pas intéressant, pas motivant, et puis on ne peut pas en récolter ce qu'il faut
voir est-ce qu'il faut discuter à la fin. Alors, il faut vraiment donner des tâches intéressantes aux jeunes. Il faut peut-être même lui donner quelqu'un à côté, par exemple un apprenti qui travaille déjà dans l'entreprise. Toi, tu es mon parrain, la parraine, déjà dans le stage. En plus, à mon avis, il est bien de discuter avant le stage avec tous ceux qui sont dans la même salle ou dans le même atelier. Qu'est-ce que nous voulons observer, nous tous, puisque c'est le talent professionnel, d'accord, c'est la motivation, mais c'est aussi la relation, la chimie qui doit fonctionner entre toutes les personnes qui collaborent dans cet atelier. Finalement, quand on demande qu'est-ce qui te motive dans ton métier, c'est souvent l'équipe, l'esprit d'équipe. Et si on pose la question pourquoi est-ce que il y a des résiliations de contrats, c'est souvent aussi l'équipe qui ne fonctionne pas. Alors, je pense que ça, c'est des choses tellement importantes. Donc, et ça, j'ai aussi entendu, c'est aussi important, pas seulement montrer les côtés soleil du métier parce qu'on a peu de candidats, alors il faut être attractif, mais pas au détriment de la vérité. Il faut être correct et leur donner une image réelle de ce que la personne va apprendre et des circonstances du métier. Mais un entretien d'embauche, quel que soit l'âge de la personne, c'est toujours un peu un moment de séduction, non? D'une part et de l'autre. Donc on ne dit pas toujours tout. Ouais, peut-être pas tout, mais je pense si par exemple en été, effectivement, dans les meilleures conditions, on peut aller chez un paysagiste et finalement en hiver, quand il fait froid et quand il y a des choses lourdes à porter, peut-être aussi des fois, tout ça, il faut le dire et il faut voir que ces gens-là, ils peuvent être motivés aussi avec ces facteurs. Sinon... c'est clair, oui, c'est déjà programmé qu'on aura un problème plus ouais. tard. Hein. Ouais. D'autant que les points positifs pour quelqu'un sont peut-être les points négatifs de l'autre. C'est-à-dire quelqu'un adorera porter, adorera travailler dans le froid, l'autre préférera. Donc autant donner tous chacun les à sa arguments. place. Hein. Je vous donne tout de suite la parole, mais la question de départ, c'était comment est-ce qu'on choisit un apprenti. J'avais envie de demander à Cynthia Schilknecht, comment est-ce qu'on choisit un apprentissage et une entreprise. Je pense qu'il faut savoir s'écouter, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, j'ai l'impression qu'ils aient envie de travailler par passion, et plus juste travailler pour travailler. Donc je pense que c'est bien de réfléchir à vraiment ce qu'on veut faire, et à ce qu'on aime faire. Et après, il faut trouver la bonne entreprise. Est-ce qu'on veut avoir une grande entreprise, une petite entreprise? Donc ça dépend aussi de ce qu'on souhaite. Et puis au mieux, c'est de faire des stages. Pour moi, je pense. Comment ça s'est passé pour vous, justement? Vous aviez déjà une idée claire du métier ou du genre de métier, parce que vous aimiez dessiner, vous aimiez le graphisme ou d'autres choses Alors, quand je suis sorti de l'école, je voulais être mécanicienne à la base. Mécanicienne? Et mécanicienne, ouais, donc ça n'a rien à voir. J'ai fait beaucoup de stages, j'ai vraiment adoré, sauf que le problème étant une femme, il n'y avait pas beaucoup de garages qui pouvaient me prendre. Du coup, j'ai dû trouver une autre idée, et là, je suis parti dans tout ce qui est paysagiste. Donc j'ai fait du bûcheronnage, j'ai fait aussi de la pépinière et tout ça. Et je me suis rendu compte avec la peur des araignées, ça allait être compliqué. Donc je me suis dit que j'allais passer... Mais c'est intéressant ça, oui, absolument. Et après j'ai eu des problèmes personnels qui ont fait que je me suis retrouvé à l'AI. Et du coup l'AI a proposé justement une réinsertion via Firo, qui est une entreprise de réinsertion pour les jeunes liés à l'AI. Et c'est là où j'ai découvert ce métier et j'ai tout de suite adoré. Donc le parcours, il est parfois long, et vous êtes de loin pas la seule à avoir un parcours aussi long, mais en même temps chacun des apprentissages vous a amené vers la bonne voie. C'est-à-dire ça pourrait être considéré comme des échecs, mais au contraire, c'est des progressions. Je donne la parole à Manuela. On est vraiment en phase, parce qu'au moment où tu as posé la question sur comment l'apprenti choisit une entreprise, c'était exactement la question qui était posée dans le chat. Donc peut-être que soit M. Arletta, soit M. Rensch, quels sont ou même vous, monsieur le paysagiste, j'ai pas retenu votre nom, qu'est-ce que vous racontent les apprentis une fois qu'ils ont signé leur contrat en disant « je vous ai choisi parce que… » Alors le choix est parfois difficile pour les jeunes, le choix est difficile pour les entreprises, mais souvent, effectivement, je rebondis sur ce qui a été dit avant, c'est
quand je suis venu en stage chez vous, c'est là que l'ambiance était sympa. L'accueil que j'ai eu m'a convenu. Vous m'aviez préparé 3 jours de stage très, très bien, très structuré, où j'ai pu faire des choses. C'est souvent ces choses-là qui reviennent dans la bouche de ces jeunes en disant voilà pourquoi je me suis plus intéressé à votre entreprise qu'à une autre entreprise. Et ce n'est pas simplement en disant chez moi tu as un meilleur salaire ou chez moi c'est vraiment sur du ressenti souvent que le jeune fait son choix pour trouver la place qui lui plaît le plus. Thomas Rennes, j'aimerais bien qu'on vienne justement, parce qu'on a parlé un peu des qualités nécessaires pour le formateur pour qu'il respecte l'apprenti. C'est pas forcément toujours le meilleur ouvrier qui devient le meilleur formateur. J'ai tendance à dire que tous les bons footballeurs sont pas des bons entraîneurs, hein. Éventuellement des coachs d'équipe nationale quand il n'y a rien à faire, mais pas forcément des formateurs au sens premier. Quelles sont les qualités d'un formateur? Quand vous donnez une formation, vous dites quoi pour qu'on sente, oui, je suis dans cette position de pouvoir être formatrice ou pas? Alors, il faut 2 qualités principales. La première, il faut aimer les jeunes. Il faut dire, oui, les jeunes, ils sont positifs, ils sont capables, j'aime travailler avec des jeunes. Moi, j'étais responsable de la formation en carrosserie. Alors là, on travaillait surtout la tôle et le plastique, carbone, etc. Mais alors, quelqu'un qui sait travailler la tôle, il n'aime pas forcément les êtres humains et les jeunes. Alors, il faut avoir cette attitude. En plus, il faut être un passionné de son métier pour allumer un feu aussi là. Alors ça, c'est les 2 conditions principales à mon avis. Alors, avoir du plaisir à montrer quelque chose, à aller un parcours ensemble, être fier du jeune. Être fier, hey, nous 2, on était ensemble, on a réussi. Il faut fêter aussi ces petits succès du jeune. C'est toujours le succès du jeune et la fierté, c'est la meilleure réponse d'un formateur aux jeunes. Je pense, les jeunes, ils font tous pour toi si tu leur montres que tu es fier. Vous approuvez, Cynthia? Totalement. Totalement. Peut-être c'est l'occasion de parler un tout petit peu du label et des formations qui mènent à ce label. Peut-être je peux rappeler que l'ARFOR va mettre en place des formations qui amèneront à ce label Top Entreprise. La première session ou les premières sessions auront lieu les 16 et 18 septembre ainsi que le 7 octobre. On est au début de la mise en place de cette formation à l'ARFOR, mais comme c'est votre formation, peut-être vous pouvez nous dire, ça passe par quoi? Est-ce que c'est des formations qui sont données en salle, dans un lieu de travail? Qu'est-ce que vous racontez en quelques mots? On ne va pas donner toute la formation des 3 jours, mais... Alors, Top Entreprise Formatrice, c'est un système de soutien pour les entreprises et pour les formateurs en entreprise qui ne parle pas de compétences techniques du métier, puisque là, nous, on n'est pas compétents. On est compétents dans les compétences transversales. Alors, les compétences de vie, que j'aime aussi dire. Hein. Alors, donc, tous les métiers sont présents. On n'est pas dans un atelier, on est dans une plutôt grande salle de classe. Parce qu'elle doit être grande, parce que ces cours sont très actifs. Alors, on ne consomme pas tout le temps. On doit être actif, il faut participer. Il y a toujours des travaux de groupe, des petits workshops, des activités. Comme ça, c'est très vivant. Et c'est tout près de la pratique. Ce système, je l'ai élaboré pour les carrossiers au début et finalement maintenant, après avoir gagné un prix national, le Enterprise, qui a été rémunéré par Monsieur Schneiderhammann, le président de la Confédération, on a vu que le système suisse, il manque d'un soutien pour les formateurs professionnels alors qu'il faut soutenir ça. Donc, on a ouvert, après on a tout de suite dit, tout le monde doit pouvoir profiter. Et maintenant, cet échange entre les métiers, c'est beaucoup estimé. Il raconte souvent, j'ai tellement profité de l'autre métier, parce que nous, quand on est entre nous, on parle toujours de nos soucis, plutôt aussi, par exemple, notre ordonnance, comme chez vous maintenant, à présent, les paysagistes, ça peut arriver quand il y a des nouveautés dans le métier, on se perd dans ces questions au lieu de focuser sur les jeunes et sur la manière, sur l'attitude. Alors, on commence par l'attitude. Qui suis-je comme formateur?
quelle attitude me soutient que finalement je réussis à créer une bonne relation avec le jeune, puisque cette relation, comme on l'a dit déjà avant, elle est vraiment elle est tellement indispensable pour le succès après. Vous invitez des jeunes dans ces formations pour qu'ils viennent dire leur côté, comme certains malades vont parler aux médecins. Est-ce qu'on pourrait imaginer des jeunes qui vont parler aux formateurs? Alors, dans notre programme, il y a aussi un cours où on invite les jeunes et les formateurs. C'était tandem. Alors, un formateur amène un apprenti de la première année et ensemble, ils discutent de leur rôle, de leurs attentes mutuelles, de leurs objectifs communs et de leur manière de communiquer, de gérer la situation, d'être d'un côté celui qui soutient, de l'autre côté celui qui exige. Alors, on détermine ça, on fait après un poster où on écrit sa manière de fonctionner comme équipe. Alors, je trouve mieux d'avoir les deux ensemble que les uns parlent des autres. Ni les jeunes des accompagnateurs d'apprentissage, je ne dis plus maître, je dis accompagnateur, ni les accompagnateurs des jeunes, parce que c'est toujours des préjugés. Toujours. Et chacun est un individu et ce cours, il a eu un grand succès, puisque vraiment, si toi, tu es mon apprenti, nous devons trouver notre chemin, puisque tu es un individu, moi je suis un individu, et on est une équipe individuelle. Donc, on va rappeler, cette formation existe en Suisse alémanique et elle arrive en Suisse romande à travers l'Arfort à l'automne. Il y avait une question, après je vous donne la parole, Lionel Arletta. Question sur le découragement parfois des entreprises, parce que ce que vous racontez là, c'est un monde idéal où tout va bien, avec un investissement énorme en temps. Dans certaines entreprises, dans certains métiers, il faut équiper l'apprenti. Quand l'apprenti arrête, vous vous découragez ou vous suivez les préceptes de cette nouvelle formation en disant il faut leur motiver, je suis fière de toi, vas-y, mais le découragement, parfois, ça vous gagne. Peut-être Monsieur Bingley, après je m'excuse, je vous ai promis Monsieur la Arletta parole. ou Monsieur Bingley. Oui, on voit des moments de découragement pendant la période d'apprentissage. Mon dernier apprenti, il a eu un moment de creux en fin de deuxième année qui s'est répercuté directement sur les notes aussi de l'école. Et on en a discuté ensemble et il lui a fallu un petit moment pour admettre qu'il a eu un gros passage à vide. Mais le fait d'en discuter, le fait de ne pas forcément le mettre au pilori en disant « Ah, il y a tout qui baisse, tes notes, ça baisse, il faut que tu te secoues. » Voilà, non, ben, il faut trouver le pourquoi du comment et qu'est-ce qui s'est passé. Puis voilà, ben, il y a eu un moment où il a beaucoup donné pour essayer d'augmenter un peu ses moyennes. Parce qu'on voyait qu'en fin de première année, c'était un petit peu juste. On hésitait de le faire redoubler, recommencer sa première année. Et puis là, il a eu un petit pic d'orgueil et il faut que je mette les bouchées doubles. Mais voilà, au bout d'un moment, les bouchées doubles se sont essoufflées. Puis là, il y a eu ce passage à vide. Mais voilà, on en a rediscuté, on a mis, il n'y a pas grand-chose à mettre en place. Hein, c'était de son côté où il fallait qu'il se remotive. Mais quand même, ça pourrait être lui demander un peu moins ou lui dire quel est le boulot dans lequel tu serais le plus à l'aise pour continuer. Non. Ou vous continuez à l'utiliser comme disons vous avez besoin. Le travail, il est là, il doit le faire. On ne peut pas commencer, surtout pas dans une petite structure, à dire qu'est-ce que tu préférerais faire. Non, le métier, c'est ça. Il y a ça à faire, tu n'as pas le choix. On est tous ensemble. Tu n'es pas tout seul à le faire. Il y a mon employé, il y a moi qui suis avec. Donc, voilà, on met les bouchées doubles, on y va, et puis on va de l'avant, et puis après, voilà, peut-être qu'il a besoin d'un petit peu de temps, aussi du temps à côté. Des fois, je lui laissais un après-midi pour pouvoir travailler un peu plus ses cours, ou pour aller travailler la nomenclature, donc les noms latins des végétaux. Voilà, tu vas... 3 après-midi en pépinière, tu vas t'immerger dans les végétaux, prendre des notes, faire des photos, on trouve des moyens de restimuler un petit peu, et puis après, voilà, c'est reparti, quoi. Il a réussi son apprentissage ou sa deuxième année? Oui, il a réussi son apprentissage au bout des 3 ans.
Nickel. Monsieur Arletta, vous vouliez intervenir déjà avant, mais Oui, pas de peut-être souci. aussi sur ce point. Vous pouvez revenir en arrière, il n'y a pas de souci. Alors, je vais juste revenir sur le côté formateur. Alors, effectivement, la législation est faite d'une telle manière que pour former un apprenti, on a besoin d'une autorisation de former sur laquelle figure le nom du formateur en entreprise. Et puis, c'est vrai que c'est cette personne-là qui va faire le cours de 40 heures de pédagogie pour pouvoir s'occuper des apprentis. Par contre, je trouve qu'on met souvent de côté la personne que je vais appeler le formateur ou la formatrice à la pratique professionnelle. Et c'est vrai qu'il y a des fois un gap entre ce fameux formateur désigné dans l'entreprise et le formateur à la pratique professionnelle. Et je trouve que là où il faut faire très attention, c'est le formateur désigné volontaire, parce que effectivement là, ça fait souvent des dégâts, parce que la personne à qui on impose le fait de s'occuper d'un apprenti et que intrinsèquement c'est pas quelque chose qui fonctionne pour elle, eh bien ça devient très très difficile. Et puis par rapport au découragement, eh bien effectivement on se rend compte que, alors il peut y avoir le découragement de l'apprenti, mais il peut aussi y avoir le découragement du formateur et de l'entreprise. C'est vrai que peut-être tout d'un coup sur quelques années, on est confronté à 3 échecs, à des personnes qui rompent leur contrat, et puis on se remet en question en se disant mais pourquoi ça marche pas, ça fait 3 fois que j'ai pas la bonne personne, etc. Et c'est aussi des questionnements qu'on entend de la part des entreprises, et qui les laisse des fois un peu seuls face à ces constats, et puis en se disant mais qu'est-ce que je fais de faux. Il y a un moment où effectivement la remise en question est hyper importante, et je pense qu'il faut aussi utiliser toutes les structures qui sont mises à disposition des entreprises formatrices, à savoir par exemple sur le canton de Vaud aussi les commissaires d'apprentissage ou les conseillers aux apprentis qui sont aussi là pour accompagner les entreprises quand elles sentent que le jeune décroche, et puis ensemble travailler au fait de trouver des solutions pour les faire raccrocher à leur formation. J'aimerais qu'on passe au chapitre de la pénurie. Certains métiers sont très marqués par la pénurie, ce qui permet aux apprentis d'avoir un certain levier pour choisir l'entreprise qu'ils ont envie. Mais pour certains métiers, c'est difficile. Et je me demandais, parce qu'on a beaucoup parlé des entreprises, des apprentis qui devaient mettre en place des tonnes de choses, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avant, soit dans les conseils d'orientation, soit même à l'école, soit dans le langage des parents qui ont tendance à dire que l'Uni, c'est vraiment génial, ou qui avaient tendance, peut-être que ça a changé, mais comment le monde de l'entreprise, et peut-être je m'adresse à vous, Lionel Arletta, puisque vous chapeautez plusieurs formations, qu'est-ce que l'entrepreneuriat peut faire pour vendre l'apprentissage comme un truc vraiment très idéal, parce que on le vend à l'étranger. Monsieur Parmelin va à New York dire que la formation duale est vraiment géniale, mais à l'interne, on a l'impression qu'elle n'est pas très validée, valorisée. Que faut-il faire ? Alors, si on avait la baguette magique, ça serait génial. Mais effectivement, l'idée là derrière, c'est que, en tout cas, sur le canton de Vaud, je vais dire, on sort de quelques années où on a mis en avant beaucoup le gymnase, beaucoup les études supérieures, et c'est en train de changer. C'est en train de changer. Pourquoi ? Parce que le discours évolue, et le discours veut démontrer l'importance d'une formation professionnelle initiale dans le paysage suisse et vaudois. Et là, eh bien, effectivement, on commence à voir les prémices avec l'arrivée dans les écoles de référents AMP, référents pour l'approche du monde professionnel, qui sont dans ces écoles-là pour démontrer, pour faire des activités, pour faire connaître le monde de l'apprentissage. Donc, effectivement, du côté de l'État, on voit qu'il y a une envie d'aller de l'avant et de changer un peu cette façon de faire. Après, les entreprises, au travers des associations professionnelles, sont très présentes aussi par rapport à des manifestations, type de salon des métiers, type nuit de l'apprentissage, où les jeunes peuvent venir entrer en contact avec les formations et des futurs formateurs. Le salon Mint, qui vient d'avoir lieu sur Lausanne, c'est un salon qui était dédié aux 8-12 ans pour avoir une première approche de métiers techniques. C'est aussi là que les jeunes peuvent aller prendre connaissance de ce qui est fait. Et puis, si je parle simplement pour les métiers du bâtiment et de la construction, eh bien, nous avons des activités, par exemple des visites de l'école. Nous avons des activités qui s'appellent les petits bâtisseurs. Ce sont des jeunes qui peuvent venir 5 mercredis chez nous,
traverser différents métiers de l'école et repartir après ces 5 mercredis avec des constructions qu'ils ont fait dans les ateliers pour découvrir les métiers. La maison de leurs parents. J'ai aussi une équipe qui passe dans toutes les écoles qui sont intéressées à avoir des présentations sur les métiers. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Maintenant, pour les métiers du bâtiment et de la construction, je pense qu'il y a aussi le fait que l'on doit aussi rassurer les parents par rapport à ces métiers qui gardent quand même une image un peu de métier difficile, de métier ardu, effectivement. Alors oui, je ne vais pas le cacher, quand il fait beau, il fait beau, quand il fait très chaud, il fait très chaud, quand il pleut, quand il fait froid, mais d'un autre côté... Puis il y a des poids, il y a Voilà, mais sur les 15 dangers. sur les 15 dernières années, quand même, la pénibilité a été réduite par des moyens techniques et effectivement, je pense que mon collègue de droite, si je lui dis « Est-ce que tu portes la même chose tout ce qu'il y a 30 ans ou bien maintenant ?» Il y a peut-être des façons de faire qui sont différentes. Donc, on essaye d'aller de l'avant pour motiver ces jeunes à entrer dans les formations. Par exemple, je prends un exemple très concret. On a la génération Z, c'est la nouvelle formation pour les maçons. Et puis là, eh bien, on s'est dit, on voudrait que le pas vers l'apprentissage soit moins élevé que c'était avant. Et puis, on va essayer de trouver un moyen de faire que les jeunes ne se disent pas « mince, j'aurais dû aller au gymnase plutôt qu'en apprentissage ». Et puis là, on a trouvé un système où les jeunes auront des vacances dégressives en commençant par 10 semaines de vacances, 8 semaines et 6 semaines. Et puis, tout au long de leur apprentissage, ils vont être pour la partie théorique accompagnés par de l'IA générative qui leur permettra en temps réel de se former par des questions qui arrivent sur leur smartphone, etc. Donc, il y a tout ce développement qui est en route en cherchant à faire connaître ces métiers qui ont quand même encore cette vision un peu surannée qui veut dire que c'est très pénible. Vous voyez tous les jours le panneau attention travaux, eh bien c'est encore quelqu'un qui a une pelle dans les mains devant un gros tas de cailloux. Et puis en fait le monde a changé et puis on peut rassurer les parents, les métiers de la construction ont aussi évolué au niveau de la sécurité, de la pénibilité et on est prêt à les accompagner dans ces métiers-là. Mais peut-être qu'il y a aussi une valorisation à faire, c'est-à-dire que ces gens construisent nos maisons, construisent nos routes, construisent notre vie. Est-ce que là, il y a aussi un message qu'on pourrait lancer ? Pour vous, peut-être, Monsieur Béglin aussi, je construis le beau, quoi. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, Monsieur Arletta, puis après Monsieur Béglin? Alors, dans les métiers de la construction, effectivement, on a ce patrimoine bâti qui doit être mis à jour par rapport à toutes ces lois et ces ordonnances qui arrivent. Et à un moment donné, on parle de 80 à 90% du patrimoine bâti suisse qui doit être refait. Et là, on aura besoin de monde dans les métiers de la construction. Donc, quelqu'un qui serait passionné par la transition écologique, qui aurait l'envie d'être là pour construire le canton de Vaud ou la Suisse de demain, eh bien, un métier dans le bâtiment ou la construction, c'est tout à fait pour lui. Ça fait sens et pour le futur, on a vraiment besoin de ces gens, quoi. Avec une approche en effet plus large que juste la truelle et Effectivement. Et le quoi, le ciment, le plâtre, pas très doué. Je rejoins Lionel dans ce qu'il dit parce que notre métier de paysagiste, c'est la petite touche finale autour de la maison. C'est le coin, c'est la pièce extérieure où les gens vont aller pendant les beaux jours. Donc le fait de pouvoir s'impliquer là-dedans, de pouvoir réaliser quelque chose qui plaît aux clients, parce qu'au final c'est ça le but avant tout, c'est que ça plaise aux clients, c'est qu'on fasse quelque chose dans lequel ils se sentent bien. D'avoir réussi, c'est une belle satisfaction. Et d'avoir participé à une réalisation, un chantier ou même à un entretien de jardin, de pouvoir se retourner et puis dire fait du bon boulot, c'est plaisant, c'est une satisfaction. Et peut-être dans la valorisation, c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait mettre en avant. Puisqu'on parle de valorisation de l'apprentissage, Cynthia, j'ai envie de vous demander, vous, quand vous dites autour de vous, ou quand vous avez dit à vos parents, ou que sais-je, je vais faire un apprentissage, est-ce qu'ils ont dit « Oh là là, un apprentissage, tu ferais mieux de faire des études » ou bien ils étaient contents? Comment ça s'est passé pour vous? Alors moi, j'ai eu de la chance que mes parents m'ont toujours suivi. Donc ils ont toujours été derrière moi, ils ont toujours pris le temps aussi avec moi que je puisse trouver ma voie et vraiment savoir ce que je voulais faire. Donc c'est une chance que j'ai et du coup j'ai pas eu de difficultés.
Ni avec vos potes qui continuaient par exemple l'uni, enfin le gymnase ou... Non, pas spécialement. Ouais. Non, mais ça c'est important Ouais, parce non, qu'on a c'est sûr, souvent ouais. l'impression que c'est dévalorisé. Tu fais quoi? Ben, je fais un apprentissage de plombier. Alors qu'on peut dire qu'on a probablement plus de boulot aussi si on est plombier que si on a une licence en lettres. C'est complètement gratuit ce que je dis parce que j'ai pas les chiffres, j'ai pas de statistiques, mais en tout cas c'est quelque chose de l'ordre de la valorisation. Monsieur Rennes, vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à ce thème de comment valoriser l'apprentissage, les apprentissages, pour que ça devienne une voie égalitaire, je dirais, par rapport à l'université, au moins égalitaire. On a parlé avant de la confiance des parents dans le système dual et dans les métiers qui des fois sont aussi à l'extérieur. Alors je vous suis vraiment avec tout ce que vous avez dit, c'était très important. En plus, je dirais, les parents souvent disent le jeune il doit faire le gymnase parce qu'il n'est pas encore mûr pour choisir un métier. Et ma réponse est normalement celle que je dis, il était déjà 9 ans à l'école, il n'a pas mûri. Quand il continue à consommer à l'école sans être actif, est-ce qu'il va mûrir dans les 3 ou 4 ans qui suivent? C'est une grande question. Puisqu'on reste toujours dans cette situation, on n'est pas responsable effectivement de soi, où il ne faut pas prendre de décision, il ne faut pas avoir vraiment, disons, quelque chose où on a dit A et maintenant on fait aussi B. Hein? Alors, on ne mûrit pas si on n'a pas de responsabilité. B, je leur dis, dans l'apprentissage, on a vraiment l'action. Et en agissant, en devant être responsable de ce qu'on fait, en avoir la possibilité d'être fier, comme on avait dit, de faire une satisfaction, un plaisir à un client, de voir ce qu'on a établi, je pense qu'on se trouve dans son identité. Et même si à la fin on dit c'est pas mon métier, ce qui reste c'est l'école de vie. Ça reste toujours. Parce qu'on apprend aujourd'hui beaucoup de métiers qui n'existeront plus dans 10 ans. On discute trop du choix de métier et pas assez de ce qu'on profite en général quand on fait un apprentissage. Et chaque apprentissage, quel que soit le métier, peut amener un savoir-faire pour l'apprentissage suivant, même s'il n'est pas dans la même voie. Oui. Ça, c'est très important. Je vais même si loin, je ne sais pas si ça n'a pas été un peu comme ça aussi chez toi. Comme on fait plusieurs stages, finalement, ce n'est pas vraiment ce qui est décisif, le métal, le bois ou le plastique, c'est plutôt l'ambiance, la culture, la fierté des personnes qui sont dedans, qui travaillent pour quelque chose qui fait du sens. Dans le sport, c'est la même chose. Il y a des villages, des petits villages où on joue du volleyball parce qu'il y a quelqu'un qui est une phare, qui est un modèle, qui tire les autres, qui est un feu sacré. Et puis, ça, c'est un virus qui passe. Et tout le monde joue au volleyball. Dans l'autre village, c'est un sport complètement différent. Alors, c'est vraiment la passion et la culture qui est importante. Et quand on apprend après à être fier, à être motivé, à avoir du sens, à avoir des objectifs, à savoir y travailler, on a tellement appris pour la vie, pour pas discuter du métier, mais ou de ne pas être encore assez mûr de choisir un métier. Ce que j'entends aussi, c'est que tout à l'heure, je parlais des parents qui peut-être poussaient les enfants sur l'université, mais les parents doivent surtout pousser à trouver ses passions. Donc, c'est presque un travail depuis la petite enfance, finalement, des parents versus leurs enfants. Oui. Il y avait une question, je crois, mais... pardon. Non, Je l'apprends après. C'est sur les formateurs, donc on y Très bien, après. allez-y. Mais juste, ce qui est important dans les médias aussi, malheureusement, il y a toujours ces mauvaises histoires où on parle d'abus de jeunes comme main-d'œuvre, bon marché, etc., etc. Et c'est pour ça, quand on a parlé avant de l'attractivité, de la promotion, oui, promotion dans le sens que vous avez dit, mais quand on vend quelque chose d'être bien, il faut aussi tenir un peu parole et dire, voilà, à l'interne, on est vraiment, on a cette culture d'accompagner, d'encadrer un jeune comme il faut et de lui donner des perspectives. Et c'est pour ça que, comme vous l'avez dit, les commissaires, c'est un bon instrument à soutenir les formateurs quand il y a des problèmes.
on a maintenant Top Entreprise Formatrice où on a des coachs et des cours. Alors ça, c'est un peu sur mesure. Chacun trouve sa manière d'avoir un soutien puisque, comme toi, tu l'as dit aussi, hein, des fois, il y a des moments qui sont durs. Et des fois, pour un petit moment, il faut un soutien. Mais il faut se relever et dire, si moi j'arrête à former, j'aurai plus personne qui travaille pour moi avec la pénurie. Alors c'est abandonner. Et abandonner, ce n'est pas une option. Il faut se relever, trouver, chercher le soutien là où on l'a. On a vraiment chez vous, même les commissaires qu'on n'a pas en Suisse alémanique, c'est encore quelque chose de plus que vous avez en Suisse romande. Mais on commence maintenant avec l'ARFOR à faire aussi un peu plus de Top Entreprise Formatrice, où il y a aussi un soutien encore supplémentaire. Il y a une question, Manuela. Valoriser l'apprentissage, être fier de ce qu'on fait, que ce soit sur un chantier ou dans un bureau. Avant le choix de l'apprentissage, il y a les dernières années d'école. Est-ce qu'il ne faudrait pas convaincre aussi les profs pendant les dernières années scolaires à valoriser la filière de l'apprentissage? Monsieur Renge ou Laurent Béglin, Monsieur allez-y. Béglin. Je pense qu'il y a déjà une part de valorisation de l'apprentissage dans le sens où les écoles mettent à disposition aux élèves une semaine ou 2 semaines pendant la période d'école et pas pendant la période de vacances. Ils laissent la possibilité d'aller faire des stages de découverte ou des stages en vue d'un apprentissage. Donc déjà, pour moi, à mes yeux, c'est une valorisation de l'apprentissage dans le sens où on laisse la possibilité à ces élèves d'aller découvrir ce que c'est le monde d'un apprentissage. Après, on a aussi des fois des parents qui poussent les enfants à faire une formation, à faire un apprentissage. De toute façon, toi, tu ne vas pas continuer l'école vu les notes que tu as, tu vas faire un apprentissage, et puis tu verras au bout de tes 3 ans si c'est le métier que tu veux continuer de faire ou pas. Et moi, je pose la question, lors des premiers cours interentreprises, je rejoins mes collègues qui donnent les cours pour les premières années, que je ne donne pas, mais par contre j'ai un petit discours en entrée, en introduction. Déjà j'explique le site de Pestalozzi, qui est une école quand même, et il y a aussi le directeur adjoint qui vient expliquer le type de jeunes qu'il y a dans le cadre de cette école, donc ça met un petit peu une idée de l'endroit où il se situe. Dites-nous peut-être 2 mots sur l'école Pestalozzi pour les gens qui seraient d'autres cantons, qui ne connaissent pas. Alors, c'est une école qui va accueillir des jeunes qui sont en rupture sociale ou en rupture familiale. Donc, ils ont des foyers sur place. Certains enfants ne voient pas leurs parents du tout en dehors des vacances. Donc, ils sont en permanence au foyer. Il y a juste une période, les vacances scolaires ou comme ça. Ne taillez pas les arbres avec votre micro. Gardez-le près de votre bouche. Voilà, ils ont peut-être juste la période de vacances scolaires où ils retrouvent le cadre familial. Mais sinon, il y a des éducateurs, il y a du personnel qui suivent ces jeunes et qui leur donnent déjà un début de formation en vue après peut-être d'être pris dans un apprentissage ou dans un centre comme le COFOP ou le Repuy qui peut aider un petit peu des jeunes en rupture à trouver une formation et à suivre une formation. Donc le fait de donner ces formations aux futurs paysagistes dans cette école, ça a un sens. Oui, l'année passée, j'ai eu un jeune de l'école Pestalozzi qui est venu une journée, c'était la journée justement J'ose un métier, et il est venu dans mon entreprise, il est venu voir, il travaille déjà un tout petit peu dans le cadre de l'école Pestalozzi avec l'équipe jardin de l'école, donc il avait déjà une petite idée de ce que ça pouvait être, mais il a eu beaucoup de plaisir à venir une journée dans l'entreprise, à être aussi en dehors de ce cercle d'une école spécialisée. Donc là, pour lui, c'était il a les yeux grands ouverts et très intéressé, très intéressé. Il y avait une question ? Puisque vous évoquiez la formation, et M. Arletta l'évoquait aussi, il faut avoir la flamme pour former la relève. Cela dit, il y a une remarque, souvent il n'y a pas de reconnaissance ou pas assez de reconnaissance, elle n'est pas toujours acquise pour celui qui précisément a la flamme pour transmettre. Est-ce que le label Top Entreprise permet de rajouter une ligne à son CV comme reconnaissance, oui, je suis un formateur, après, bon ou pas, c'est une autre histoire, mais en tout cas, une reconnaissance plus formelle. C'est très pour donner envie, finalement. Voilà, c'est très important, parce que nous, on a fait un sondage national lors d'une étude
On a eu les réponses de 5000 formateurs, ce que sont leurs besoins, leurs défis. Tout secteur confondu. Tout secteur confondu, 800 en Suisse romande, 4000 en Suisse alémanique et les autres du Tessin. Alors partout, tous les métiers, toutes les structures d'entreprise. C'était la base pour un projet national au sein de l'initiative formation professionnelle 2030. Son objectif était renforcement de la formation professionnelle en entreprise. Alors là, la valorisation du rôle du formateur professionnel était un souci principal de ces formateurs. Ils ont dit 75% n'avaient aucune minutes supplémentaires à part de leur temps productif à former les jeunes. Alors cette décharge manque dans 75% des entreprises. Mais c'est pas seulement ça. À peu près 60% ont dit dans mon entreprise, la majorité du personnel ne sait même pas que mon rôle est formateur professionnel. Ou bien dans mon contrat et dans mon cahier de charges, il n'y a aucun mot sur la formation. Ou bien dans l'entretien semestriel ou annuel avec mon chef, mon supérieur, on ne parle pas de la formation. Quand on parle de la formation, c'est surtout quand il y a des ruptures, mais pas les choses positives, on n'en parle pas. Alors ça, c'est quelque chose à faire. Nous, on donne un certificat aussi aux formateurs, c'est-à-dire un label, c'est pour l'entreprise, mais le formateur, il reçoit un certificat de chaque cours qu'il a suivi. Et le résultat de ce projet formation professionnelle 2030, c'est maintenant un système qui est uniquement formation continue pour les formateurs et pour les supérieurs. Même, on a un cours pour les supérieurs. Comment est-ce que vous pouvez mieux valoriser vos formateurs? Alors, et avec ces cours, ils reçoivent des compétences personnelles et un diplôme personnel. Alors, ça ne va pas sur l'entreprise, ça va sur la personne. La personne qui posait la question parlait beaucoup du secteur tertiaire, les banques, les assurances, les grosses fiduciaires, voire les administrations cantonales. Est-ce qu'il y a des secteurs où la reconnaissance est moins grande que d'autres? Oui, lors de notre étude, on a fait aussi la différenciation entre tous les métiers. C'était à l'aide de la HEFP à Renan d'ailleurs. C'était Nadia Mamra et Mathilde Wenger qui ont fait cette étude pour nous. Et c'est clair, disons, dans les métiers sociaux, dans les métiers, par exemple, informatique, etc., on est un peu plus moderne. Tandis que dans les métiers traditionnels, c'est normal, on forme, et ça va de soi, qu'est-ce qu'on discute? Il faut faire, il ne faut pas discuter. Et souvent, c'est comme ça. Il y a cette tendance, mais même dans ces métiers, je vois qu'il y a beaucoup qui a changé les dernières 5-6 années. On est vraiment dans une évolution très positive. Et je peux vous dire, on a des super bonnes entreprises dans tous les métiers, partout en Suisse. Et ça dépend vraiment de la culture interne de chaque entreprise elle-même. Ou bien elle saisit la situation et elle réagit, ou bien elle le laisse. Laurent Bingley, vous vouliez ajouter quelque chose? Béglin, pardon. Je peux imaginer pour une personne qui est le formateur en entreprise, qui n'est pas forcément le patron, que ça peut être une certaine gratification d'avoir un certificat, d'avoir un document qui stipule qu'on a suivi des cours de formateur en entreprise. C'est le cas pour moi. J'ai suivi des cours d'ailleurs ici même à l'école des métiers, très intéressant avec différents corps de métiers et tout. C'était vraiment intéressant, mais je ne l'ai pas suivi pour avoir un papier. Moi, je l'ai suivi pour avoir les compétences de former quelqu'un. Donc après, pour moi, le plaisir de former, c'est d'avoir mon apprenti qui a son CFC, d'avoir mon apprenti qui a son sourire, qui a le sourire quand il vient en entreprise le matin. Rien que ça, de voir qu'il est content d'arriver pour apprendre des choses. Et pour moi, il n'y a pas plus belle gratification. C'est vrai, mais vous êtes dans une toute petite entreprise et vous êtes le formateur. Vous êtes le patron. Donc c'est plus facile, vous pouvez vous auto-congratuler tout seul. Dans une grande entreprise, on peut imaginer que le formateur ou la formatrice, j'ai assez été peu épicène aujourd'hui, mais quand on parle de formateur, on parle évidemment des formatrices.
que peut-être il n'est pas reconnu dans une grande entreprise, comme vous le disiez, sur le CV, Mais sur Au les évaluations. au final, C'était hier. quand on forme quelqu'un, qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche à avoir une satisfaction personnelle de se dire, oh, je suis un très bon formateur, ou d'avoir le plaisir d'avoir un apprenti qui a réussi? Et c'est peut-être là qu'il faut se poser la question, si on veut devenir formateur, pourquoi est-ce qu'on veut le devenir? Est-ce qu'on a envie d'accumuler les certificats au-dessus de son bureau, ou est-ce qu'on a envie d'avoir des jeunes qui ont le smile parce qu'ils ont eu leur CFC, parce qu'ils ont réussi à rentrer dans la vie professionnelle active, peut-être grâce à nous, parce qu'on a pu les stimuler, on a pu leur donner envie de continuer, de persévérer. Mais pour moi, le bonheur d'aller aux promotions, puis de voir tous les apprentis qui sont passés aux cours pratiques, venir vers moi en remerciant pour les cours qu'on a pu donner. Grâce à ces cours, ils ont pu progresser et puis atteindre leur objectif d'avoir ce CFC. Ben, pour moi, je n'ai pas besoin d'avoir des certificats qui s'accumulent au-dessus de mon bureau. D'avoir leur sourire, pour moi, c'est ça. Ça montre une certaine réussite. C'est le label suprême, le sourire. Ça montre que on a bien fait notre job. Mais pour ça, je n'ai pas besoin d'avoir 15 000 papiers qui sont cadrés pour le dire, quoi. Lionel Arletta, pour finir sur ce point, dans vos métiers ou dans les métiers que représente l'école de construction, vous avez ce genre de réflexion, de gens qui voudraient être un peu plus valorisés? Aussi pour passer peut-être d'une entreprise à une autre, on peut se vendre comme bon employé, mais aussi comme bon formateur. Vous avez entendu ça, une insatisfaction ou une non-valorisation? Alors, pas une insatisfaction ni une non-valorisation, mais des questionnements, effectivement, qui peuvent arriver en disant, mais certains pourraient se dire, mais qu'est-ce que ça m'amène de plus d'être formateur en entreprise? Alors, on entend bien le côté, sympathique et effectivement toujours émotionnel de voir arriver son apprenti au bout et de pouvoir lui serrer la main en disant bravo, tu as réussi, on a réussi ensemble, on y est arrivé. Maintenant, toute cette reconnaissance, elle dépend des entreprises. Les entreprises ont pléthore de choix à mettre en place. Ça peut être des entreprises qui effectivement vont faire une revalorisation salariale, certaines le font en disant parce que tu es formateur, il y a X francs qui sont donnés par mois sur le salaire. Certaines autres entreprises vont accorder peut-être des congés supplémentaires aux personnes qui s'occupent des apprentis, et d'autres ont tout un système interne qui permet de valoriser le formateur, et bien simplement au niveau d'un intranet où régulièrement il y a des informations qui disent le formateur et son apprenti ont réussi telle et telle chose, le formateur et son apprenti vont vous démontrer qu'ils ont fait telle et telle activité au sein de l'entreprise, et des fois ça fait des fois même plus de bien que 50 francs sur le salaire à la fin du mois, cette reconnaissance au sein de l'entreprise de ce statut de formateur qui est hyper important. Peut-être plus que le salaire, ça pourrait être aussi le temps, c'est-à-dire pas seulement des congés, mais donner 2 heures par jour liées à la formation. Alors effectivement, dans certaines entreprises, ça se fait en disant, voilà, le cahier des charges du formateur ou de la formatrice, il y a 10% de son temps de travail qui est accordé pour la gestion. Mais encore faut-il que la structure permette ce genre de choses. Et c'est vrai que si on ne peut pas donner ce temps, en passant des fois simplement par une reconnaissance visible au sein de l'entreprise, les gens ont une satisfaction par rapport à ce genre de choses. Peut-être un dernier mot, après on va passer au dernier chapitre parce que le temps avance. Oui, on est tous d'accord. La majorité des formateurs sont des passionnés. Et la plus grande déception pour un passionné, si on ne voit pas qu'il donne tout pour le jeune, pour la formation et pour l'entreprise. Alors, un merci, c'est la première motivation. Le papier, surtout dans les grandes structures, il peut avoir une importance, mais le merci, il ne cherche pas le salaire. C'est aussi un résultat de notre étude. Il y a moins de 20% qui disent « moi, j'aimerais être mieux rémunéré ». La majorité aimerait un merci et que tout le monde sache, si je parle avec le jeune, c'est pour le bien-être aussi de notre culture et de notre entreprise et pas parce que j'aime bavarder avec quelqu'un au lieu de bosser. Des fois, il y a même ces discussions-là. Ouais. J'aimerais qu'on passe au tout dernier chapitre. On a 5 minutes. Allez, je vais vous le faire à 6 minutes. Pour conclure, c'est-à-dire comment vous voyez l'avenir de l'apprentissage, on a évoqué des pistes, une valorisation, etc.
Comment vous voyez l'avenir de l'apprentissage en Suisse et dans peut-être vos métiers? Je commence par vous pour entamer ce tour de table du dernier mot de chacun. Alors pour moi, l'avenir est lié à la perméabilité des métiers. Je veux dire, on part vers quelque chose, on a vu, hein, les jeunes ont des parcours de formation qui sont différents de ce qu'on avait il y a 15-20 ans et peuvent commencer un métier, bifurquer même pendant l'apprentissage, changer d'entreprise. Et puis, chaque étape va leur amener des compétences qui seront, pour moi, reconnues par la suite en additionnant ces compétences. Et je suis persuadé que l'apprentissage devrait s'orienter rapidement vers le portfolio qui permet à chaque jeune de présenter toutes les compétences acquises dans tout ce qu'il a pu mettre en place dès le début d'une formation du secondaire. Donc pour moi, ça passe par ce côté-là. Ça veut dire que chaque passage d'un apprentissage à l'autre ne devrait pas être considéré comme un échec, mais au contraire comme une valorisation de compétences acquises à chaque fois. Exactement, une acquisition de compétences et de pouvoir les faire valider sous une forme à un moment ou à un autre. Laurent Béglin, le mot de la fin, l'avenir de l'apprentissage? Et chez vous, peut-être aussi? Pour moi, l'apprentissage, c'est une base. C'est une base de travail et c'est un apprenti qui termine sa formation, on va dire, il est en bas de l'échelle. Il est en bas de l'échelle, il a appris les bases du métier. Après, il y a différentes options qui se dessinent à lui. Il peut continuer sa formation avec des formations continues, de faire le brevet, de faire la maîtrise fédérale, de faire l'ES. Il y a de plus en plus de possibilités. Mais c'est aussi une porte ouverte pour aller faire ses expériences. Il y a des personnes qui sont plus ou moins scolaires et qui vont favoriser plutôt des expériences professionnelles à l'étranger ou ailleurs. Ce qui est mon cas, ça m'a amené au Maroc, ça m'a amené de la région zurichoise, toujours dans le cadre de mon métier. C'est une façon de continuer, de se perfectionner, d'apprendre et puis éventuellement de continuer de se donner envie, de persévérer dans ce métier ou alors au contraire de changer de voie en allant peut-être dans le cadre du paysagisme plutôt dans l'architecture paysagère où on peut faire la maturité puis faire après dessinateur paysagiste. Donc il y a, je dirais, une porte ouverte à un avenir professionnel beaucoup plus vaste que juste l'apprentissage qu'on a fait au départ. J'avais une collègue de travail qui disait qu'une fois qu'on avait le papier, c'est un peu comme le permis de conduire, après, il fallait apprendre à conduire. Vous êtes d'accord avec ça? Totalement, totalement. C'est une base qu'on a. D'ailleurs, les entreprises ne peuvent généralement pas former de tous les domaines. Parce que déjà, le paysagisme, je parle pour ma paroisse, hein, c'est un métier qui est très, très vaste. Et rares sont les entreprises qui touchent à tout. Donc là, on en revient à ce qu'on parlait d'avant, des réseaux d'entreprises qui permettent déjà d'accentuer, d'améliorer un petit peu la diversité des connaissances. Mais l'apprentissage, c'est une base. Et après, si on a peut-être des affinités pour aller grimper dans les arbres avec des cordes, mais on va se diriger vers une entreprise qui est plus axée sur ce travail-là, ou travail de la pierre naturelle, ça serait une autre entreprise. Après, c'est à nous, en tant que jeunes diplômés, de donner envie aux patrons de nous engager pour faire nos armes. Cynthia Schildknecht, je rappelle, vous êtes apprentie EMD. C'était important qu'on ait autour de cette table une représentante des apprentis. J'ai envie de vous demander plutôt à vous, comment vous voyez votre avenir et pas celui de l'apprentissage au sens large? Comment vous vous voyez dans quelques années? Alors, c'est une très bonne question. Pour l'instant, là, je suis en dernière année, donc l'objectif, c'est de finir mes examens. On rappelle que vous êtes en période d'examen, hein, que vous étiez libre aujourd'hui par hasard. Merci d'être là encore. Avec plaisir. Mais c'est vrai que le futur, il est un peu compliqué, surtout dans mon domaine qui est très lié à l'IA. Donc c'est un domaine où on n'a pas vraiment de certitude de où va aller le métier. Donc c'est vrai que pour l'instant, j'essaie de pas trop y penser et puis de juste avancer. Très bien. On vous souhaite un avenir court excellent, à savoir de réussir votre apprentissage. Merci. Monsieur Rentsch, vous avez 1 minute pour conclure sur l'avenir de l'apprentissage. 1 minute, top chrono. Alors, je dirais que la seule chose qui est constante à présent, c'est le changement. Alors, apprendre tout au long de la vie, ça devient de plus en plus important. On commence avec les jeunes, ils ont un parcours devant eux qui va toujours changer. Alors, ces compétences, cette école de vie, qui ne sont pas seulement la compétence technique, mais les transversales comme la motivation, résiliation, travailler pour un objectif, être responsable, etc., 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 ça devient encore plus important à l'apprentissage.
C'est pour ça que je pense que prochainement, le cours des 40 périodes ne va plus suffire. Alors nous, il faut être modèle et rester crédible, de faire un peu de formation continue aussi pour nos formateurs. On devrait leur donner le droit de faire formation continue tous les 3-4 ans, 1 ou 2 journées. Et comme ça, on sera toujours attractif et je dis, on a une belle prospérité. Ça, c'est un appel aux entreprises. Faites votre job, les entreprises. Manuela, peut-être Et toujours avec la flamme. Le mot de la presque fin aux participants. Un participant dit « Bravo pour votre initiative, donc pour la mise en place de ces workplaces ». Très mal, hein? Merci beaucoup. Je voulais vous remercier tous d'avoir été là. Je rappelle qui vous êtes. Thomas Rentsch, vous êtes directeur de la Fondation Temp Entreprise qui donne des formations et notamment aux formateurs d'apprentis. Laurent Béglin, je ne vais pas dans l'ordre, pardon. Laurent Béglin, vous êtes fondateur et patron de LB Paysage, responsable également du site de formation CIE Cours Inter-Entreprise. Cynthia, je vous ai perdu. Cynthia Schilknecht, vous êtes apprentie Interactive Media Designer en plein examen. Et Lionel Arletta, vous êtes directeur de l'école qui nous a accueillis aujourd'hui. Merci encore, directeur de l'école de la construction. Merci à tous, merci à vous qui étiez en ligne et qui nous avez suivis. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous rappelle que l'Arfor mettra en place des formations pour les formateurs d'apprentis. Merci et bonne journée.